Je suis entré à la soirée d'inauguration du cabinet d'avocat de ma femme en m'attendant à du champagne et des félicitations, mais à la place, j'ai eu droit à des doigts pointés, des rires cruels et une enveloppe de divorce tendue comme l'addition d'un restaurant. Tout le monde m'appelait le mari d'essai. Ma femme a annoncé que j'étais le tout premier dossier de son cabinet, elle m'a dit de signer les papiers et de partir, alors c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai signé, j'ai souri et je suis sorti calmement, mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais financé son rêve avec 20 millions d'euros de mon propre argent et que dans les 60 secondes suivantes, j'allais retirer chaque centime sous ses pieds. L'appel téléphonique a commencé avant même que je n'atteigne ma voiture, 456 appels manqués, puis quelqu'un a frappé à ma porte et tout ce qu'elle avait construit s'est effondré d'une manière qu'elle n'avait jamais vu venir. Je m'appelle Marc Delon, j'ai 46 ans et depuis 22 ans, je dirige Delon Capital Management, un fonds de capital investissement que j'ai bâti à partir de rien. J'ai commencé avec 50 000 euros empruntés à mon défunt père pour en faire un portefeuille valant plus de 200 millions d'euros. Je ne dis pas ça pour me vanter, je le dis parce que comprendre d'où je viens rend ce qui s'est passé ensuite tellement pire, mais avant d'entrer dans les détails de la façon dont j'ai démantelé tout ce que ma femme a construit, assurez-vous de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous auriez fait à ma place, et si cette histoire résonne en vous, explosez ce pouce bleu parce que vous êtes sur le point d'entendre comment une sortie silencieuse a détruit un empire entier. J'ai rencontré Valérie Castan lors d'un gala de charité il y a 14 ans, elle avait 28 ans à l'époque, sortait tout juste de l'école de formation du barreau et travaillait comme collaboratrice chez Moreau et Lefebvre, l'un des cabinets d'avocats d'affaires les plus prestigieux de Paris. Elle avait cette façon de commander une pièce sans même essayer, une intelligence vive, un esprit encore plus vif et le genre de confiance qui rendait les associés seniors nerveux. Quand elle a ri à ma blague sur le fait que les avocats d'affaires sont des professionnels du déclenchement de disputes, j'ai su que j'étais cuit. Notre mariage était tout ce que Valérie voulait, la salle de bal du pavillon Cambon, 300 invités, une couverture dans Vogue Paris, elle portait une robe Dior sur mesure qui coûtait plus cher que la plupart des voitures et je me fichais du prix parce que la voir heureuse valait chaque euro. Nous sommes partis en lune de miel sur la côte amalfitaine, avons passé 3 semaines à boire du vin et à planifier notre avenir. Elle voulait devenir associée chez Moreau et Lefebvre dans les 5 ans, puis éventuellement ouvrir son propre cabinet spécialisé dans le contentieux des affaires et les fusions-acquisitions. Je lui ai dit que je la soutiendrais quoi qu'il arrive et pendant 13 ans, j'ai tenu cette promesse. Valérie travaillait des heures insensées, des semaines de 80 heures étaient la norme pendant la préparation des procès, les week-ends disparaissaient dans les dossiers et les dépositions, je ne me suis jamais plaint parce que je comprenais l'ambition, bon sang, j'avais bâti ma propre entreprise à partir de rien avec le même dévouement obsessionnel. Mais vers la 10e année, les choses ont commencé à changer d'une manière que je ne voulais pas admettre, les nuits tardives sont devenues plus tardives, les voyages d'affaires se sont multipliés, Valérie a commencé à prendre des appels dans d'autres pièces, fermant des portes qui restaient habituellement ouvertes. Elle a pris cette habitude de vérifier constamment son téléphone, face contre terre sur chaque surface, protégée par une sécurité biométrique qu'elle changeait tous les mois. Quand je lui posais des questions à ce sujet, elle me repoussait avec des explications sur la confidentialité des clients et le secret professionnel, des réponses parfaitement raisonnables qui semblaient parfaitement fausses. Puis sont venus les changements sociaux, Valérie s'est inscrite à un club de sport très sélect du 16e arrondissement qui exigeait des frais d'adhésion spéciaux et avait des séances d'entraînement à des heures étranges, elle a commencé à acheter de la lingerie que je ne la voyais jamais porter, des pièces coûteuses de boutiques de l'avenue Montaigne dont je ne l'avais jamais entendu parler. Son parfum a changé aussi, passant de la légère fragrance florale qu'elle portait depuis l'université à quelque chose de plus lourd, plus exotique, le genre qui s'accroche aux vêtements et vous fait vous demander où quelqu'un a passé son temps, mais le plus gros signal d'alarme était la façon dont elle parlait de ses plans de carrière. Pendant des années, Valérie avait discuté de son association chez Moreau et Lefebvre comme si c'était son but ultime, puis soudainement, il y a environ 8 mois, elle a commencé à parler de lancer son propre cabinet, pas dans un futur lointain comme nous l'avions toujours prévu, mais bientôt. En quelques mois, elle avait des investisseurs alignés, disait-elle, des bureaux déjà choisis dans le quartier de la Défense, tout allait vite, trop vite pour quelque chose qu'elle venait soi-disant de commencer à planifier. Je n'ai rien dit parce qu'une partie de moi était curieuse de voir combien de temps elle maintiendrait la mascarade, et honnêtement, une autre partie de moi calculait déjà les plans d'urgence. Je n'avais pas construit une société d'investissement prospère en ignorant les signes avant-coureurs ou en espérant que les problèmes se résoudraient d'eux-mêmes. Quand vous voyez de la fumée, vous commencez à chercher le feu, et quand vous trouvez le feu, vous vous assurez de ne pas être dans le rayon 2. L'explosion quand tout saute. L'invitation est arrivée 3 semaines avant l'événement, du papier cartonné épais, des lettres en relief, le genre d'annonce formelle qui crie « Nous avons réussi », grande soirée d'inauguration de Castan et associés,
Valérie me l'avait remise au petit déjeuner avec ce sourire brillant et plein d'attente. Marc, c'est le grand jour, dit-elle, les yeux brillants d'excitation, tout ce pourquoi nous avons travaillé, je veux que tu sois là quand je couperai le ruban de mon propre cabinet. Notre cabinet, ai-je corrigé doucement, nous avons construit cela ensemble. Son sourire a vacillé juste une seconde, bien sûr, notre cabinet, mais la façon dont elle l'a dit indiquait clairement quel nom était sur la porte et quelle contribution elle valorisait réellement. Le matin de la fête, Valérie est partie tôt pour superviser les derniers préparatifs, elle portait un tailleur Chanel bleu marine qui coûtait probablement 4000 €, ses cheveux coiffés dans ce chignon sévère qu'elle utilisait pour les réunions importantes, elle avait tout l'air de l'avocate à succès sur le point de lancer son propre cabinet, ce à quoi elle ne ressemblait pas, c'était à une femme reconnaissante envers l'homme qui avait rendu tout cela possible. Voyez-vous, voici ce que Valérie ne savait pas que je savais, il y a environ 6 mois, quand elle était venue me voir avec son plan d'affaires pour Castan et Associés, demandant du capital d'investissement pour faire décoller le cabinet, j'avais fait mes devoirs, pas seulement sur son modèle d'affaires qui était solide ou sa liste de clients potentiels qui était impressionnante, mais sur ses motivations, et ce que j'ai trouvé était intéressant. Valérie avait une liaison avec Philippe Garel, un associé gérant chez Moreau et Lefebvre depuis environ 18 mois. Philippe avait 52 ans, était marié avec 3 enfants et avait apparemment un faible pour les jeunes collaboratrices ambitieuses qui lui rappelaient ses jours de gloire. L'affaire avait commencé lors d'un dossier de fusion sur lequel ils avaient travaillé ensemble, beaucoup de nuits tardives dans des salles de conférences qui menaient à des chambres d'hôtel dans des villes où personne ne connaissait leur nom. Je savais pour Philippe parce que je payais des gens pour savoir des choses, le détective René Dupuis, ancien de la PJ parisienne, dirigeant maintenant une agence d'enquête privée spécialisée dans le renseignement d'entreprises et, si nécessaire, les affaires personnelles. René m'avait tout donné, reçu d'hôtel, photographies, messages textes récupérés des relevés téléphoniques, même des enregistrements audio d'un appareil que Valérie avait accidentellement laissé allumer dans sa mallette lors d'un déjeuner particulièrement indiscret. Mais voici la chose qui m'a vraiment frappé, Philippe Garel était l'un des principaux investisseurs de Valérie dans Castan et Associés, il avait engagé 8 millions d'euros dans sa start-up, de l'argent qu'il tirait d'un fonds fiduciaire que son père avait établi, de l'argent dont sa femme ne savait rien. Valérie avait un autre 5 millions d'euros provenant de divers autres investisseurs, y compris 3 millions de ses parents qui avaient hypothéqué leur maison de retraite en Provence pour soutenir le rêve de leur fille, et puis il y avait ma contribution, 20 millions d'euros. 20 millions d'euros que j'avais virés sur le compte professionnel de Castan et Associés sur une période de 6 mois, structuré comme une série d'investissements et de prêts qui faisaient de moi l'actionnaire majoritaire du cabinet. Valérie avait les papiers montrant mon investissement, mais ce qu'elle n'avait pas, c'était la documentation complète montrant que chaque euro pouvait être rappelé dans les 24 heures si certaines conditions n'étaient pas remplies, des conditions que j'avais enterrées dans les petits caractères et que l'excitation de Valérie lui avait fait sauter lors de la signature. Ces conditions étaient simples, l'investissement dépendait du maintien de notre mariage et du fait que Valérie ne s'engageait dans aucune activité constituant un manquement au devoir de loyauté envers l'actionnaire principal du cabinet, à savoir moi, l'adultère, selon la définition légale que j'avais fait rédiger par mes avocats, constituait absolument un tel manquement. Valérie pensait être si intelligente, me faisant financer son rêve pendant qu'elle planifiait sa fuite avec Philippe, ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais 3 coups d'avance sur elle depuis des mois, construisant un piège si parfait qu'elle ne le verrait pas avant qu'il ne se soit déjà refermé. La fête était au Plaza Athénée, parce que bien sûr, elle l'était, Valérie avait loué leur plus grande salle de bal pour la soirée, la même salle où nous avions célébré notre 5e anniversaire de mariage, l'ironie ne m'échappait pas. Je suis arrivé exactement à l'heure, 19h02, portant le costume Berluti que Valérie m'avait acheté pour les grandes occasions, si j'allais voir mon mariage se terminer, j'allais avoir une allure impeccable en le faisant. Au moment où j'ai franchi les portes de la salle de bal, j'ai su que quelque chose clochait, l'énergie dans la pièce a changé comme si quelqu'un avait changé de chaîne, la conversation s'est arrêtée au milieu d'une phrase, les gens se sont tournés pour me regarder avec des expressions allant de la pitié à l'amusement, voire à la moquerie pure et simple, et puis quelqu'un près de la scène du bar a chuchoté juste assez fort pour que j'entende, le mari d'essai est là. Les rires ont commencé doucement, juste quelques gloussements du groupe le plus proche de moi, mais ils se sont propagés dans la pièce comme des ondulations dans un étang, devenant plus forts et plus confiants à mesure que les gens réalisaient que j'avais entendu le commentaire. Mari d'essai, comme si j'étais un modèle de pratique que Valérie avait utilisé avant de passer à la vraie chose, je suis resté là dans l'entrée à absorber l'atmosphère. Les collègues de Valérie de chez Moreau et Lefebvre étaient éparpillés dans la salle, costumes coûteux et sourires étudiés, tous au courant d'une blague dont j'étais apparemment la chute. Les parents de Valérie se tenaient près de la fontaine à champagne l'air mal à l'aise mais pas surpris, et là,
Près du devant de la salle sur une petite scène où Valérie était censée donner son discours d'ouverture, se tenait Philippe Garel aux côtés de ma femme avec le genre de posture possessive qui rendait tout parfaitement clair. Valérie m'a vu alors, nos yeux se sont croisés à travers la salle de bal bondée et pendant un moment, juste un moment, j'ai vu quelque chose vaciller dans son expression, de la culpabilité peut-être, ou du regret, ou peut-être juste de l'irritation que je sois réellement venu. Puis son visage s'est durci dans un détachement professionnel et elle a chuchoté quelque chose à Philippe qui a souri et hoché la tête. « Marc, tellement contente que tu aies pu venir, » a dit Valérie, sa voix portant à travers la salle maintenant silencieuse, elle est descendue de la scène avec Philippe suivant de près comme un chien obéissant, « Pouvons-nous dire un mot en privé ?» Je les ai suivis dans une petite salle de conférence à l'écart de la salle de bal principale, la porte s'est refermée derrière nous avec un clic doux qui ressemblait à une porte de cellule qui claque. Valérie a sorti une enveloppe de la poche de sa veste, impeccable et blanche et manifestement préparée à l'avance. « Marc, » a dit Valérie, sa voix prenant ce ton professionnel et sec qu'elle utilisait pour annoncer de mauvaises nouvelles aux clients, « Je pense que nous savons tous les deux que ce mariage ne fonctionne plus depuis un certain temps. » Philippe se tenait près de la fenêtre, ne prétendant même pas cacher sa présence ou son rôle dans ce petit drame, il me regardait avec quelque chose comme de la pitié, comme s'il se sentait désolé pour le pauvre idiot qui n'avait rien vu venir. « C'est un lieu intéressant pour des papiers de divorce, ai-je dit, gardant ma voix neutre, la soirée d'ouverture de ton cabinet. » Valérie a eu la décence d'avoir l'air légèrement mal à l'aise, je pensais que ce serait efficace, le premier dossier officiel traité par Castan et Associés et notre divorce, considère cela comme une déclaration sur l'engagement du cabinet à gérer les situations difficiles avec professionnalisme. Quelle prévenance, ai-je répondu, tu transformes notre mariage raté en opportunité marketing. Ne sois pas dramatique, Marc, a dit Valérie en ouvrant l'enveloppe et en sortant une pile de documents juridiques, ce sont des papiers de dissolution standard, partage de la communauté de biens, divorce par consentement mutuel, propre et simple, j'ai déjà signé, tout ce dont j'ai besoin est ta signature et nous pourrons tous les deux avancer dans nos vies. J'ai pris les papiers et les ai scannés rapidement, ils étaient exactement ce qu'elle disait, un divorce simple avec une répartition équitable des actifs, Valérie garderait Castan et Associés, je garderais de Long Capital Management et nous partagerions tout le reste au milieu. Sauf que Valérie avait fait une erreur cruciale dans ses calculs, elle avait listé la valeur de Castan et Associés à 15 millions d'euros, comptabilisant les investissements qu'elle connaissait de Philippe, de ses parents et de divers autres bailleurs de fonds, mais elle avait en quelque sorte oublié de comptabiliser correctement ma contribution de 20 millions d'euros. Les papiers montraient mon investissement comme un actif matrimonial standard à partager plutôt que ce qu'il était réellement, un prêt remboursable avec des exigences de performance spécifiques qu'elle venait de violer. Cela semble assez simple, ai-je dit en sortant un stylo de la poche de ma veste, tu es sûr que c'est ce que tu veux. Valérie a hoché la tête fermement, c'est ce dont nous avons tous les deux besoin, tu le sais aussi bien que moi. Philippe s'est avancé alors, plaçant sa main sur l'épaule de Valérie dans un geste de soutien qui m'a retourné l'estomac, pour ce que ça vaut, Marc, sans rancune, ces choses arrivent, Valérie et moi n'avions pas prévu que cela se développe comme ça l'a fait. J'ai regardé Philippe Garel, cet homme qui avait aidé à détruire mon mariage tout en volant sa propre famille pour financer l'entreprise de ma femme, bien sûr que vous ne l'avez pas planifié, ai-je dit agréablement, planifier nécessiterait de penser aux conséquences et aucun de vous ne semble particulièrement doué pour ça. J'ai signé chaque page sans les lire, des signatures rapides et efficaces qui ont fait écarquiller légèrement les yeux de Valérie, elle s'attendait probablement à ce que je me batte, que j'argumente, que je la supplie de reconsidérer, au lieu de cela, je lui ai rendu les papiers avec un sourire. C'est fait, ai-je dit, tu as besoin d'autre chose de ma part ? Valérie a remis les papiers dans l'enveloppe, le soulagement évident sur son visage, non, c'est tout, tu es le bienvenu pour rester à la fête si tu veux, mais je comprends si tu préfères partir. Je pense que je vais passer mon tour pour la célébration, ai-je répondu en me tournant vers la porte, mes félicitations pour le nouveau cabinet, Valérie, j'espère qu'il est tout ce dont tu rêvais. Je suis sorti de cette salle de conférence la tête haute et mon téléphone déjà à la main. Derrière moi, je pouvais entendre Valérie et Philippe parler à voix basse et soulagés, ils pensaient avoir gagné, ils pensaient que je m'étais juste couché et leur avais donné tout ce qu'ils voulaient sans me battre. Ils n'avaient aucune idée que le vrai combat ne faisait que commencer et qu'il serait terminé avant même qu'ils ne réalisent qu'ils avaient perdu. Le trajet en Uber pour retourner à mon appartement haussmannien a pris 15 minutes à travers la circulation parisienne. Pendant ces 15 minutes, j'ai passé 3 appels téléphoniques qui allaient démanteler tout ce que Valérie avait construit. Le premier appel était à mon avocat, Laurent Cohen. Laurent et moi étions amis depuis Sciences Po et il se spécialisait exactement dans le genre d'options nucléaires que j'étais sur le point de déployer. Laurent, ai-je dit quand il a répondu, exécute le protocole 7,
tous les comptes, tous les investissements, tout ce dont nous avons discuté. Bon sang, Marc, a répondu Laurent, mais je pouvais l'entendre déjà taper sur son clavier, tu es absolument certain de ça. Elle vient de me remettre les papiers du divorce à la soirée d'ouverture de son cabinet devant Philippe Garrel et la moitié des associés de Moreau et Lefebvre, je suis certain. Donne-moi 2 heures, a dit Laurent, tout sera en mouvement d'ici 22 heures. Le deuxième appel était à René Dupuis, mon détective privé. René, il est temps de publier la documentation, tout ce que nous avons collecté. La femme de Philippe Garrel reçoit le dossier complet en main propre. Le conseil de déontologie de Moreau et Lefebvre reçoit ses copies demain matin et assure-toi que le barreau de Paris reçoit son jeu avant la fin de la journée ouvrable. Déjà prêt, a dit René, le messager se dirige vers la maison de Madame Garrel en ce moment même, les autres dossiers seront livrés comme spécifié. Le troisième appel était celui qui ferait le plus mal à Valérie, j'ai composé le numéro de Charles Bertrand, l'associé gérant chez Moreau et Lefebvre et le supérieur direct de Philippe Garrel. Charles, c'est Marc Delon, je vous appelle au sujet de Philippe Garrel et de certaines préoccupations concernant sa conduite éthique qui affectent la réputation de votre cabinet. J'ai passé les 10 minutes suivantes à exposer tout ce que je savais sur la liaison de Philippe avec Valérie, son détournement de fonds fiduciaires pour investir dans son cabinet et les divers conflits d'intérêts qui avaient émergé de leur relation. J'avais des documents, ai-je dit à Charles, et j'étais prêt à les partager avec les autorités compétentes si Moreau et Lefebvre ne prenaient pas de mesures immédiates. Charles Bertrand était beaucoup de choses, mais stupide n'en faisait pas partie, il m'a remercié d'avoir porté cela à son attention et m'a assuré que le cabinet mènerait une enquête interne approfondie commençant immédiatement. Traduction, la carrière de Philippe Garrel était terminée et Moreau et Lefebvre allaient le jeter sous le bus si vite qu'il ne saurait pas ce qui l'a frappé. Au moment où je suis entré dans mon appartement, les dominos tombaient déjà, je me suis versé 3 doigts de Macallan 25 ans et je me suis installé dans mon fauteuil en cuir avec vue sur la tour Eiffel. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement mais je l'ai ignoré, laissez-les paniquer, laissez-les se démener pour comprendre ce qui se passait, j'avais passé des mois à planifier ce moment et j'allais en savourer chaque seconde. La première véritable indication que Valérie comprenait l'ampleur de son erreur est arrivée à 21h47, mon téléphone affichait 127 appels manqués et 2 fois plus de SMS, la plupart venaient de Valérie, passant de la confusion à la colère puis à la panique absolue. Les messages racontaient l'histoire de sa soirée s'effondrant en temps réel, 21h03 à Marc, il y a un problème avec les comptes du cabinet, appelle-moi, 21h15 à Marc, ce n'est pas drôle, où est passé l'argent, 21h28 Marc, 20 millions d'euros manquent sur le compte professionnel, qu'est-ce que tu as fait bordel, 21h35 et s'il te plaît appelle-moi, nous devons parler de ça, il doit y avoir une erreur, 21h42 Marc, s'il te plaît, les investisseurs sont là, ils posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. J'ai pris une longue gorgée de mon whisky et j'ai continué à lire, la progression était un cas d'école, le déni laissant place à la colère laissant place à la supplication désespérée. Mais je n'étais plus intéressé par les sentiments de Valérie, elle avait fait ses choix et maintenant elle apprenait que les choix ont des conséquences. Mon téléphone a sonné à nouveau, le visage de Valérie remplissant l'écran, j'ai laissé aller sur messagerie, puis un autre appel, cette fois de Philippe Garrel, messagerie, puis Valérie encore, puis sa mère, puis Philippe encore, puis un numéro que je ne reconnaissais pas mais que je supposais être quelqu'un de chez Castan et Associés. À 22h07, on a frappé à ma porte, des coups insistants et urgents qui résonnaient dans mon appartement, j'ai vérifié le retour de la caméra de sécurité et j'ai vu Valérie debout dans le couloir, toujours dans ce tailleur Chanel bleu marine mais paraissant maintenant décidément moins composé. Ses cheveux s'étaient détachés de son chignon sévère, le mascara avait coulé sous ses yeux et elle tenait son téléphone comme une arme. J'ai pris une autre gorgée de whisky et j'ai marché vers la porte, l'ouvrant lentement. Valérie, ai-je dit agréablement, c'est inattendu. Elle m'a bousculé sans attendre d'invitation, tournant sur elle-même dans mon salon avec des yeux hagards, qu'est-ce que tu as fait? L'argent, Marc, où est l'argent? J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle en croisant les bras, de quel argent parles-tu? Ne joue pas à ça avec moi, 20 millions d'euros ont disparu du compte de Castan et Associés, la banque dit que c'était un virement autorisé par l'actionnaire principal, c'est toi, Marc, tu as retiré la totalité de l'investissement. Je suis passé devant elle pour remplir mon verre, prenant mon temps, vraiment? Ça ressemble à quelque chose dont je pourrais me souvenir. Marc, s'il te plaît, la voix de Valérie s'est brisée légèrement, ce n'est plus juste à propos de nous, j'ai d'autres investisseurs, des gens qui m'ont fait confiance, mes parents ont hypothéqué leur maison pour ça, Philippe a mis 8 millions, le bail du bureau, l'équipement, les salaires du personnel, tout dépend de ce capital que tu as promis. Je me suis tourné pour lui faire face et pour la première fois de la soirée, j'ai laissé mes vraies émotions apparaître,
du capital? Que j'ai promis? Soyons très clairs sur quelque chose, Valérie, je n'ai rien promis, j'ai fait un investissement dépendant de certaines conditions à remplir, tu as violé ces conditions, par conséquent, l'investissement a été rappelé, c'est tout à fait légal et clairement souligné dans les documents que tu as signés. Quelles conditions, a exigé Valérie? Il n'y avait pas de conditions, c'était un accord d'investissement standard. Page 47, sous-section 12. Je dis calmement, l'investissement reste valide à condition que l'actionnaire principal maintienne un intérêt fiduciaire exempt de conflit d'intérêts, de violations éthiques ou de bris de confiance qui compromettraient l'intégrité du cabinet. Ta liaison avec Philippe Garrel qui est aussi un investisseur constitue un conflit d'intérêts massif, ton utilisation de mon capital d'investissement tout en planifiant de divorcer de moi constitue un bris de confiance, par conséquent le contrat est nul et l'investissement est rappelé. Le visage de Valérie est devenu blanc, tu savais tout ce temps? Tu savais pour Philippe? Je sais depuis 18 mois, ai-je répondu, depuis la première chambre d'hôtel à Lyon pendant la fusion Carmichael, je sais pour chaque dîner, chaque escapade le week-end, chaque mensonge que tu as raconté tout en planifiant ta stratégie de sortie, je sais tout, Valérie, j'ai juste attendu que tu aies construit quelque chose qui vaille la peine d'être détruit avant de te l'enlever. Elle s'est effondrée sur mon canapé, ses jambes n'étant apparemment plus capables de supporter son poids, mais l'argent de mes parents, l'investissement de Philippe, tu détruis la vie de gens innocents. J'ai ri, j'ai vraiment ri, Philippe Garrel est innocent? L'homme qui a détourné des fonds du trust de son père pour t'impressionner? L'homme qui est actuellement en train de recevoir des papiers de divorce de sa femme de 25 ans? L'homme dont la carrière juridique est sur le point d'imploser quand le barreau de Paris recevra la documentation de ses violations éthiques demain matin. Ce Philippe Garrel-là. Valérie m'a regardé avec horreur, tu as envoyé la documentation au barreau. J'ai envoyé la documentation à tous ceux qui avaient besoin de la voir, le conseil de déontologie de Moreau et Lefebvre, le barreau, la femme de Philippe qui soit dit en passant a déjà demandé le divorce et gelé tous les avoirs matrimoniaux, ce qui inclut ces 8 millions qu'il a investis dans ton cabinet. Et j'ai aussi notifié les administrateurs du fonds fiduciaire de son détournement de fonds, Philippe risque des poursuites pénales, Valérie, mais bien sûr, parlons des gens innocents. C'est de la folie, a chuchoté Valérie, tu détruis tout parce que je ne suis plus amoureuse de toi. Je me suis accroupi devant elle, la regardant droit dans les yeux, non, Valérie, je t'apprends que les actions ont des conséquences, tu n'as pas juste cessé d'aimer, tu as planifié une trahison élaborée, utilisé mon argent pour financer ta fuite, tu m'as humilié devant tes collègues et tu pensais pouvoir t'en tirer indemne, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de respect, d'intégrité et du principe fondamental qu'on ne peut pas utiliser quelqu'un puis le jeter sans faire face. À aucune conséquence. Mon téléphone a vibré avec un autre appel entrant, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu que c'était Charles Bertrand de chez Moreau et Lefebvre, j'ai répondu sur haut-parleur. Marc, a dit Charles, sa voix tendue par une colère à peine contrôlée, Philippe Garrel a été licencié avec effet immédiat, nous avons également mené un examen de la situation de Castan et Associés et je dois vous informer que Moreau et Lefebvre retirera son engagement de partenariat avec le cabinet. Étant donné les complications éthiques qui ont émergé, nous ne pouvons pas associer notre nom à cette entreprise. Je comprends tout à fait, Charles, ai-je répondu en regardant le visage de Valérie s'effondrer alors qu'elle entendait son ancien cabinet retirer son soutien, merci de gérer cela avec un tel professionnalisme. Après avoir raccroché, Valérie m'a juste fixé, tu as tout détruit, a-t-elle dit, le cabinet, la carrière de Philippe, ma réputation, tout ce pourquoi j'ai travaillé est parti. Non, ai-je corrigé doucement, tu as tout détruit quand tu as décidé que la trahison était une stratégie commerciale acceptable, je me suis juste assuré que tu ne pourrais pas en profiter. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, a demandé Valérie, des larmes commençant à couler sur son visage, j'ai du personnel qui dépend de moi, j'ai des créanciers qui attendent un paiement, j'ai un bail sur des bureaux que je ne peux pas payer sans ton investissement. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant l'horizon parisien, tu es une femme intelligente, Valérie, l'une des plus intelligentes que j'ai jamais connues, débrouille-toi comme je l'ai fait quand j'ai commencé avec rien, construis quelque chose de vrai, quelque chose de mérité, quelque chose qui ne dépend pas du mensonge, de la tricherie et de l'utilisation des gens qui t'aiment. Marc, s'il te plaît, donne-moi juste quelque chose, n'importe quoi, mes parents vont perdre leur maison si ce cabinet fait faillite. Je me suis retourné pour lui faire face, tes parents peuvent contacter mon avocat, je structurerai un plan de remboursement pour leur investissement qui protège leur maison, mais c'est parce qu'ils sont innocents dans tout ça, Valérie, ils ont cru en toi, ont soutenu ton rêve et ne méritent pas de souffrir parce que leur fille a choisi d'être impitoyable, mais toi,
tu n'obtiens rien de moi à part la leçon que tu aurais dû apprendre il y a longtemps, le caractère compte plus que l'ambition est. L'intégrité n'est pas optionnelle. Valérie a quitté mon appartement à 23h23, son tailleur coûteux froissé, son maquillage ruiné, sa vie entière en ruine. J'ai regardé de ma fenêtre alors qu'elle montait dans sa voiture et s'éloignait, se dirigeant probablement vers le retour pour expliquer à ses investisseurs et à son personnel comment tout s'était effondré en une seule soirée. Le lendemain matin, mon téléphone explosait encore d'appels et de messages, l'avocat de Philippe Garel essayant de négocier une sorte d'accord, les parents de Valérie me remerciant pour le plan de remboursement tout en pleurant sur les choix de leur fille, divers investisseurs de Castan et associés essayant de comprendre comment ils avaient tout perdu du jour au lendemain. J'ai ignoré la plupart d'entre eux, mais il y a un appel que j'ai pris, celui de Sébastien, mon fils de mon premier mariage. Il avait entendu par la bande ce qui s'était passé et appelait pour prendre de mes nouvelles. « Papa » a dit Sébastien quand j'ai répondu, « Maman m'a parlé de Valérie, est-ce que ça va ?» « Je vais mieux que bien » lui ai-je dit honnêtement, « je suis libre. » « Tu as vraiment retiré 20 millions d'euros en une seule nuit. » « Jusqu'au dernier centime » ai-je confirmé, et je le referai sans hésiter. Sébastien est resté silencieux un moment, « Tu sais ce qui est fou, papa ? La plupart des gens qualifieraient ce que tu as fait de cruel ou vindicatif, mais de là où je suis assis, ça ressemble à de la justice. » Il avait raison, bien sûr, ce n'était pas une question de vengeance ou de cruauté, c'était une question de conséquence, de s'assurer que les gens qui pensent pouvoir utiliser et jeter les autres sans répercussion apprennent que le monde ne fonctionne pas comme ça. Valérie avait passé des mois à planifier sa sortie, utilisant mes ressources pour construire son rêve tout en se préparant à m'humilier publiquement. Elle avait parié que je serais trop faible ou trop amoureux pour riposter, elle avait mal parié. 6 mois plus tard, j'ai croisé Valérie lors d'une conférence juridique, elle travaillait comme collaboratrice dans un cabinet de taille moyenne, reconstruisant sa carrière à partir de zéro après que Castan et associés se soient effondrés de manière spectaculaire. Philippe Garel avait été radié du barreau et faisait face à des accusations pénales, sa femme avait tout pris dans le divorce, y compris la maison, les voitures et les fonds pour les études des enfants. Valérie paraissait plus mince, plus vieille, comme si les 6 derniers mois l'avaient vieillie d'une décennie. Quand elle m'a vu, elle n'a pas approché ni essayé de parler, elle a juste hoché la tête une fois, une reconnaissance d'une histoire partagée et d'une destruction mutuelle. J'ai hoché la tête en retour et je suis parti, il n'y avait plus rien à dire. Elle avait appris sa leçon, j'avais avancé dans ma vie et le monde s'était rééquilibré comme il le fait toujours quand vous refusez de laisser les gens vous traiter comme un objet jetable. C'est le truc quand on est sous-estimé. Les gens pensent que le calme signifie la faiblesse, ils pensent qu'être accommodant signifie être une carpette, ils pensent que le silence signifie que vous ne remarquez pas ce qui se passe, mais parfois la personne la plus calme dans la pièce est calme parce qu'elle a 3 coups d'avance, planifiant des mouvements que vous ne verrez pas venir avant qu'il ne soit trop tard pour les arrêter. Valérie m'a traité de mari d'essai à cette fête, elle avait raison d'une certaine manière, j'étais un essai pour ce qui arrive quand on confond gentillesse avec faiblesse et générosité avec stupidité, elle m'a testé et elle a échoué, et en échouant, elle a perdu tout ce pour quoi elle avait travaillé. Si vous avez trouvé cette histoire satisfaisante, appuyez sur ce bouton j'aime et laissez un commentaire pour me dire si je suis allé trop loin ou si Valérie a eu exactement ce qu'elle méritait, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires sur des gens ordinaires qui refusent d'être traités comme des objets jetables, parce que tout le monde a un point de rupture et parfois la vengeance la plus silencieuse est celle que personne ne voit venir jusqu'à ce qu'elle est déjà. Tout détruit de ce qu'ils ont bâti sur des mensonges. À la prochaine. Rappelez-vous que sous-estimer quelqu'un n'est pas juste une erreur, c'est une opportunité pour eux de vous montrer exactement ce dont vous auriez dû avoir peur depuis le début.